Donc bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue à cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre du programme Alt Impact, coporté par l'ADEME, le CNRS et l'INRIA. Je suis Émilie Pfaff, donc conseillère Alt Impact au sein du pôle Inter et business analyst mise à disposition par Capgemini. À mes côtés, donc Antoine. Voilà, bonjour à tous, donc je suis Antoine Lamarche, je suis co-directeur du pôle de compétitivité Inter qui est au bout là-bas, le dernier logo. Donc nous, on n'a pas de présentation, donc on va essayer d'être efficace et dans les temps. On a la chance d'avoir des chefs d'entreprise et l'idée, d'abord c'est Émilie qui va animer, moi je vais juste intervenir de temps en temps. On a mis une question importante, je pense, et on va essayer de faire, je nous mets la pression 100% no bullshit sur le sujet. Donc numérique responsable, quel ROI ? Et on a à la fois des chefs d'entreprise, principalement des chefs d'entreprise qui vont vous exposer un peu que ce n'est pas simplement, on va dire, le sujet de l'environnement. 2 mots vraiment sur Enter, donc nouveau pôle de compétitivité sur le numérique responsable. L'ambition, il y en a 2, c'est réduire l'impact du numérique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on va dire des data centers jusqu'à les interfaces homme-machine, et ça passe aussi par cette notion de ROI. Et surtout augmenter l'impact de ce numérique dans la transformation des autres secteurs applicatifs. Voilà, et on veut essayer de vous démontrer que ça a un intérêt au-delà de la planète. Donc pour démarrer, Jean Panlieu, tu es cofondateur de Doolist, donc éditeur de logiciels SMS dans l'email et le SMS marketing. Et donc, tu es certifié ambassadeur numérique responsable et Doolist est membre de l'INR et labellisé NR niveau 1. Et très rapidement, vous avez mis en œuvre en fait, une démarche numérique responsable. Donc, quel est le bilan aujourd'hui ? Bonjour. Tout d'abord, cette démarche numérique responsable, on ne savait pas vraiment que le mot existait quand on a démarré. On en faisait sans le savoir. Et pour nous, c'est en fait la déclinaison de nos engagements RSE sur l'aspect digital. Alors bien sûr, on est une entreprise du digital, donc ça paraît assez normal, mais en réalité, vous êtes tous concernés parce que toute l'économie se digitalisant, on est tous concernés par le sujet. Donc c'était vraiment ce volet-là. Pour nous, ça a été aussi un sujet de stratégie de différenciation, puisque nos clients commençaient à nous demander des sujets, on percevait des signaux, notamment sur les sujets, par exemple, d'accessibilité. Ça a commencé par là, bien avant de s'interroger sur l'impact carbone, par exemple, qu'il pouvait avoir. Donc, on s'est dit que c'était peut-être une opportunité de s'engager dans cette voie-là. Donc ça, c'est un autre intérêt. En plus, on s'est aperçu que cette démarche de sobriété, en fait, elle avait plein de vertus. Elle avait une vertu en termes d'efficacité, parce qu'en fait, on y reviendra certainement, mais quand on est sobre, on est vachement plus efficace que quand on est en ébriété, je dirais. Mais en tout cas, la sobriété amène de la simplification et amène de l'efficacité. Et en plus, ça amène de réelles économies. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a essayé de vraiment travailler, d'essayer de comprendre. Bien sûr, il y a des impacts que l'on n'arrive pas forcément à chiffrer immédiatement. Quand on parle de marque employeur, effectivement, on attire plus de gens quand on a une démarche qui est plus vertueuse, qui est plus sobre en termes de recrutement, et on donne du sens en interne aux actions du quotidien. Mais il y a aussi des économies qui sont véritablement à la clé. On avait commencé, sans le savoir d'ailleurs à l'époque, par travailler sur les sujets d'impression. On avait fait moins 80% sur notre budget impression. On a travaillé sur l'allongement de la durée de vie des matériels. L'année d'après, on a fait moins 20% sur notre budget matériel. Donc il y a certains sujets effectivement qui sont absolument chiffrables, et ça, c'est ce qui est intéressant. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on a surtout appris à structurer notre démarche,
Parce qu'effectivement, on peut avoir des idées de dire, tiens, on va changer les ampoules un jour, on va mettre des LED, et puis le lendemain, on va s'attaquer à l'impression. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer de cartographier tout ce qu'on a à faire, de prioriser, d'aller chercher les actions qui vont être les plus simples et probablement les plus impactantes, et donc mettre ça dans une gouvernance, on va dire, hein, et d'impliquer, bien entendu, alors impliquer la direction, pour moi c'était facile puisque j'en étais, mais impliquer au moins les managers dans ce système-là. Et en fait, on s'est très vite aperçu qu'il fallait le mettre dans la stratégie, parce que ça ne pouvait pas être quelque chose qu'on faisait après le boulot, en plus du boulot, d'avoir cette façon-là, mais on a voulu vraiment l'intégrer et faire en sorte que ce soit finalement un nouveau regard que l'on ait fait sur les choses. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus de 3 ans après le début des prémices. Effectivement, dans chaque réunion, chaque constatation, chaque fois que l'on parle, que l'on s'exprime, en fait, on regarde un peu différemment les choses et on regarde toujours ce côté sobriété, impact, accessibilité, inclusivité. Enfin, on a un certain nombre de mots-clés qui peuvent revenir dans toutes les actions. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Merci Jean-Paul. Donc, l'idée, c'est effectivement que ça soit ancré dans la stratégie d'entreprise. Mais après, et c'est le but du numérique, c'est comment on essaie de piloter tout ça. Donc, il y a un travail sur la donnée. Et donc là, on va pouvoir discuter avec Alexandre Moine, que je vous présente. Donc, il est fondateur d'un cabinet de conseil d'intégration Telio. On a déjà pas mal collaboré ensemble, spécialisé sur la donnée. Tu accompagnes justement les entreprises dans la formulation et la mise en place de tableaux de bord. Donc, il y a une certaine expérience. Donc, c'était qu'on voulait vous partager justement sur ces éléments-là, pour effectivement que ça ne soit pas quelque chose à côté, mais intégré dans le pilotage des structures. Donc, parce qu'évidemment, un chef d'entreprise, il a un strabisme avec un œil rivé sur le compte de résultat et le deuxième pour regarder ce qui arrive au loin, pour tracer la route de son entreprise pour le développement des marchés des futurs. Et donc, il faut arriver à réconcilier ces choses-là. Oui, effectivement, il faut arriver à réconcilier tout ça. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est de dire on est tous convaincus qu'il faut faire une transition. Le numérique peut aider, donc effectivement, on a parlé de sobriété numérique. Ça, c'est très important, mais après, c'est le numérique pour la sobriété aussi, puisqu'on dit en général que tout ce qui ne se mesure pas ne s'anime pas. Donc, quand on est dans une démarche d'évolution, de transformation, on a besoin d'avoir des étapes de mesure, des points de passage importants. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, vous allez dire, mais on a déjà pas mal de choses qui sont mises en place pour mesurer. On peut faire un bilan carbone. On avait la CSRD qui devait arriver, elle est un tout petit peu reportée, mais certains diront c'est une contrainte. Moi, je pense que c'est une opportunité parce que ça nous met le doigt sur les bons indicateurs. C'est pas mal, c'est même bien. Mais pour avoir fait une démarche interne au sein de Telio et s'être heurté à ça, on a compris qu'il y avait un tout petit souci, et je vais vous l'expliquer très simplement. Vous faites tous et toutes des déclarations d'impôts en ce moment ou dans pas très longtemps. Est-ce que vous pilotez votre budget en fonction du résultat de votre feuille d'impôt? Et la réponse est non, parce qu'en fait, même si c'est un rendez-vous annuel qui vous dit à la fin combien vous allez devoir payer, c'est par rapport à ce que vous avez quelque part reçu, ça ne veut pas vous dire comment au quotidien vous allez gérer votre budget. Et le problème de cette transition, justement, c'est qu'aujourd'hui, les outils qui sont en place sont hyper importants pour prendre du recul, mais au quotidien, pour piloter les actions qui sont réellement importantes, parce que je pense que les grands changements proviennent de petites actions au quotidien, eh bien, on a vraiment intérêt à s'outiller là-dessus. Parce qu'effectivement, on se réunit de temps en temps pour regarder au loin, mais on a tous, en tant que dirigeants ou managers, des réunions hebdomadaires avec des tableaux de bord de pilotage qui nous disent « Allez, très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ?» On rentre vraiment dans les actions. Et notre conviction, c'est que les vrais changements, ils sont décidés à ce moment-là, dans ces petites actions-là. Donc c'est vraiment important d'aller outiller tout le monde avec ces indicateurs et les ramener dans les outils de pilotage que l'on a actuellement. Et ça, c'est un vrai boulot à mettre en place. C'est complémentaire à ce qui va être fait avec le bilan carbone et ce qui va être présenté comme action effectivement de diagnostic. Mais c'est vraiment cette mesure au quotidien qui vous permet de vous garantir qu'à la fin, vous serez là où vous avez prévu d'être. Donc concrètement, je sais que on a parlé pas mal justement sur la CSRD, sur sobriété ou numérique au service de l'organisation. C'est intégrer ces données dans les tableaux de bord de pilotage. Même, je crois qu'on a parlé, même si c'est faux, les variations restent bonnes. Oui, tout à fait. Effectivement, ce qui est un des principaux écueils. Tu voulais peut-être en parler ? Pas encore. Un des principaux écueils, c'est qu'on va tous se lancer dans un bilan. On l'a fait, cette démarche.
on est content d'être arrivé au bout et on a toujours des incertitudes sur certains chiffres. Et c'est normal. Et plus qu'ailleurs, il faut vraiment accepter le fait de dire, OK, ce chiffre, il est comme ça, c'est pas grave, on va essayer de le faire baisser, ou en tout cas de ne pas le faire augmenter, mais la fois d'après, quand on mesurera, le delta sera juste. En fait, vous pouvez vous tromper, vous avez un thermomètre qui peut être complètement fou, il vous manque des graduations, mais vous arrivez à voir, si vous faites un petit trait à côté, puis il a monté, il a baissé, et déjà ça, c'est super important, et ça vous permet d'avancer. Et c'est très important parce que ça vous encourage à l'action. Et le deuxième point, d'ailleurs, parce qu'on est dans les tips, on a sauté une étape, c'est vraiment ce que je vous encourage, c'est dès le début, dans vos tableaux de bord existants, prévoyez la case impact environnemental, impact carbone. Elle sera peut-être vide au début, mais c'est ce que disait Jean-Paul, c'est le fait de dire qu'à chaque réunion, ce soit présent, ça va tirer l'œil, ça va créer des réflexes. Peut-être que la fois d'après, vous en aurez marre d'avoir cette case qui sera vide, elle sera un peu plus remplie, un peu plus juste, et c'est comme ça qu'on fait des vraies transformations. Super, ça c'est effectivement la politique du petit pas qui est nécessaire parce que c'est tellement foisonnant qu'on ne peut pas tout embrasser d'un côté, mais il faut commencer un moment par effectivement les leviers les plus impactants. Émilie, je te passe la parole pour la suite, puisque c'est une autre dimension qu'on va aborder de ce numérique responsable. Merci. Donc, en effet, on va voir le côté cybersécurité. Donc, Guy Flamand, tu es directeur du campus Cyber Nouvelle-Aquitaine. Et justement, comment une stratégie numérique responsable peut participer finalement à une stratégie en matière de cybersécurité, notamment en termes de maîtrise et de résilience? En fait, je pense qu'il est déjà important de souligner que la sécurité numérique, et en particulier la sécurité de la donnée, c'est déjà du numérique responsable. Ce n'est pas une responsabilité environnementale, mais c'est une responsabilité sociétale et économique aussi. Et donc déjà, on est déjà dans le cœur du sujet quand on parle de sécurité numérique. Alors là où c'est encore plus confortable, c'est que les méthodologies sont assez identiques et commencent par la même façon. C'est faire l'inventaire, c'est faire la cartographie, c'est partir de l'usage, c'est de quoi on a besoin et de quoi on a strictement besoin pour travailler et essayer de faire une cote au plus juste. Parce que moins on a de données, moins on a de process, moins on a d'outils, plus c'est facile à protéger. Mais dans tous les cas, il faut les connaître. Voilà. Et je crois que de toute façon, il y a une étape fondamentale qui est à la fois valable pour toute réflexion autour de la responsabilité environnementale, sociale, autour du numérique, c'est de faire un inventaire de nos usages, de quelles sont les données qu'on utilise, quels sont les systèmes, quels sont les trucs. Après, la deuxième étape de la réflexion, c'est une fois qu'on a passé cette étape d'inventaire, c'est effectivement, et là on en a déjà parlé, donc ça ne m'étonne pas, je suis tout à fait raccord avec Jean-Paul, il y a quand même dans tous les cas un objectif de sobriété qui est le premier retour sur investissement qui est mesurable. C'est simple, hein. Voilà, vous divisez le volume de données que vous utilisez par 2, et ben, ça vous coûtera 2 fois moins cher. Et pour une fois, c'est aussi simple que ça. Donc allons-y. Et puis en plus, c'est beaucoup plus facile à protéger. Voilà, parce que moins il y a de données, moins il y a des systèmes en jeu, plus ce qu'on appelle de notre côté la surface d'attaque est petite, donc c'est plus facile à défendre. Et ça aussi, ça se mesure très directement de manière financière. Et puis, en cas d'attaque, ça se mesure aussi beaucoup en termes de respect de la donnée. Il y a énormément d'entreprises qui construisent des modèles économiques sur des données qui ne leur appartiennent pas, évidemment. Et quand vous respectez cet usage-là, que vous le faites bien, que vous le faites de manière sécurisée, en cas de problème, ce n'est pas l'intégralité de votre modèle économique et de votre boîte qui est en jeu. Si vous avez fait les choses bien, vous allez vous en tirer. Si vous avez les choses mal, de toute façon, vous ne passerez pas le premier procès. Donc, et vous déposerez le bilan. Voilà. Et ça, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une armoire pleine de jurisprudence sur le sujet. Ça fait très très mal. Donc il faut s'en préoccuper dès le départ. Et c'est aussi l'expression d'une responsabilité. C'est la responsabilité vis-à-vis des producteurs de données et des gens
à qui, in fine, les données appartiennent. On a cette chance en France d'avoir un contexte réglementaire assez précis sur la protection de la donnée, qui au quotidien peut nous casser les pieds, mais qu'en fait, beaucoup d'entreprises étrangères nous envient parce que ça fixe les choses et ça fixe un certain nombre de règles qui permettent justement au business de se développer sans prendre des risques juridiques inconsidérés. Et ça aussi, c'est un retour sur investissement qui est directement mesurable, même s'il faut aller un petit peu à l'international pour avoir des chiffres de comparaison. La sécurité juridique des modèles économiques liés à la data et au numérique en règle générale est beaucoup plus stable dans la durée quand il s'appuie sur le respect des réglementations locales et aussi sur le respect de ses partenaires économiques, soit les producteurs de données, soit ceux qui vont consommer le résultat des traitements qu'on va faire dessus. Et ça, c'est de la cybersécurité aussi, directement. Donc en fait, c'est deux sujets qui sont vraiment très, très, très fortement liés. Oui, je voulais juste ajouter, c'est important, je n'ai pas donné de définition, Émilie non plus, de numérique responsable. Ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que ça ne porte que sur l'environnement, c'est surtout pas ça. Bien sûr qu'il y a ça, mais il y a ces dimensions-là, on vient d'en parler, effectivement aussi la bonne utilisation de la donnée, la sobriété, la durabilité, on va en parler après, mais aussi l'inclusion et puis la partie résilience qui est dans cette partie-là. Donc c'est vraiment, ça brasse toutes ces dimensions-là. Et justement, c'est ça que le numérique responsable essaye d'aborder de façon, on va dire, 360. Je m'étais noté un petit point, je ne sais pas si on va l'aborder, Émilie, entre IT et OT, puisqu'on était dans un environnement industriel, on se posait la question s'il y avait un traitement particulier. Aujourd'hui, ça semble converger, ces systèmes. Est-ce que c'est un sujet d'actualité ou pas? Bref, sur, on va dire, de plus en plus de connectivité sur les systèmes industriels qui se rapprochent des systèmes d'information. Est-ce que le numérique responsable doit prendre ça en compte? Est-ce qu'il y a un traitement particulier qui est imaginé ou à faire? Question piège peut-être? Ah non, pas question piège, enfin question surtout piège sur le respect des délais, parce qu'on pourrait y passer une après-midi sur la convergence IT-OT, son impact en sécurité numérique en tout premier lieu, parce que c'est mon sujet, j'ai cette chance d'être monomaniaque, mais aussi en termes de numérique responsable. En termes de sécurité, la convergence, elle nous arrange, parce qu'on va pouvoir dupliquer les recettes qu'on appliquait à l'IT sur les environnements industriels. Néanmoins, on a toujours à gérer la grosse différence, qui est une différence de temporalité entre l'IT et l'OT. En IT, on parle plutôt en mois, en OT, on parle plutôt en années, voire en dizaines d'années. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que ça nécessite de réfléchir un petit peu autrement, notamment pour les spécialistes IT et les spécialistes de la sécurité numérique, c'est de réussir à se projeter dans un temps long, alors que nous, on vit au rythme d'un temps très très court de l'apparition de vulnérabilités quotidiennement, des dizaines et des dizaines qu'il faut savoir traiter, qu'il faut savoir patcher, et avec des systèmes maintenant qu'on maîtrise très très bien sur des parcs IT, sur des parcs de machines ou d'objets connectés, c'est souvent plus compliqué de faire du patch management, pour ne parler que de ça. Mais ça positionne aussi la réflexion dans une autre échelle de temps. Et ça, c'est très très bénéfique au monde IT, de réapprendre un petit peu, de réapprendre le temps long. Parce que ça, on l'avait vraiment, vraiment oublié. Et ça, c'est un des vrais apports aussi d'une réflexion plus large en numérique responsable, c'est de se réapproprier un temps qui est un petit peu plus long. Merci beaucoup, Guy. Je crois que je reprends la main. Donc, c'est une autre personne justement qui va travailler sur cette idée d'industriels dans leur transition. Mehdi Guilil, donc vous êtes le CIO d'Origine.
qui accompagne les industries dans leur transition et les stratégies de déploiement sur les sites industriels. Vous êtes aussi fondateur du mouvement Objectif 100 millions, open source. C'est une des solutions, d'ailleurs, on en a parlé, un des outils qui peut être mis au service du numérique responsable. Mais pour toi, quels bénéfices sur ces sujets-là? Quels sujets sont portés aussi par Origine? Donc voilà, on peut compléter. Ça marche, merci. Effectivement, je vous parle de la deuxième partie là, qui était donnée en introduction sur ce que pourrait être un numérique responsable, mais peut-être côté utilisateur. Donc, je m'adresse, on va dire, aux industriels et la manière dont ils vont être amenés à gérer ces différentes données, à voir qu'est-ce qu'on peut monter derrière. Simplement d'abord quelques mots pour positionner. Moi, mon sujet du quotidien, c'est qu'on va avoir des industries, on va avoir des sites, on réfléchit sur leurs flux. Les deux plus évidents sont l'énergie et les émissions de CO2, telles qu'elles étaient évoquées un petit peu plus tôt. Et la question qui est très rapidement posée, c'est voilà, je me mets en transition, je veux réduire ma consommation énergétique, mes émissions de CO2, intégrer des énergies renouvelables. Qu'est-ce que je peux être amené à réaliser? Donc, on propose des plans d'action, on va évaluer toute une série de bonnes pratiques et de sujets, de projets à pouvoir déployer. Et en fait, on arrive très très rapidement sur cette notion de ROI. Le ROI qui va être principalement financier, c'est assez basique. J'investis tant, je veux gagner tant, je fais la ratio entre les deux et ça me donne une perspective d'économie. ROI qu'on va pouvoir retrouver, ROI financier, qui peut être intéressant surtout si on doit monter des business models et chercher à les analyser. Mais en fait, on peut se rendre compte qu'assez rapidement, ça va nous limiter, nous frustrer, soit parce qu'on ne va pas se retrouver avec des rentabilités qui vont être exceptionnelles. L'énergie n'est pas assez chère. Pour ceux qui gèrent les énergies, ça doit peut-être être assez surprenant, mais en tout cas, on n'est pas sur des choses assez chères. Et ce sur quoi, en fait, on voit de plus en plus, c'est qu'il faut imaginer des formes de ROI qui soient peut-être complémentaires. Commencer à imaginer, alors je sais que c'est un petit peu délicat dans des périodes de transition où les modèles ne sont pas encore complètement établis. C'était dit un petit peu plus tôt, d'ailleurs, quand on évoquait le bilan carbone. Mais si jamais on commence à réfléchir en flux, en CO2, en ressources, l'eau, etc., on peut commencer à avoir une perception qui sera complètement différente. Et ce qu'on cherche à proposer, justement, quand on dialogue avec les industriels, c'est de se dire, essayez de rajouter une colonne sur vos business plans. Vous avez des évaluations en ROI, euros. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner, justement, avec de l'inclusion du CO2, de la prise en compte un peu de ces paramètres. Et là, on peut commencer à vraiment pas mal s'amuser sur mon exposition face aux vulnérabilités. Comment est-ce que je dépends, jusqu'à quel point je vais dépendre, par exemple, de la ressource en eau? Est-ce que je dépends des flux matières? Est-ce que je dépends de tels ou tels éléments? Et donc, du coup, la perspective en fait, de la transition peut être amenée à changer différemment. Et c'est vrai que ce point-là, alors c'est un peu l'astuce qu'on dégaine en ce moment dans des périodes un petit peu tristes, on va dire, pour la transition. Enfin, je ne vous apprends pas grand-chose, hein. Beaucoup d'objectifs, malheureusement, sont remis en question. Mais quand on parle de vulnérabilité, quand on commence à questionner est-ce que demain mon usine va continuer à tourner alors qu'on a des plans sécheresse quasiment tous les ans, on a pu voir un petit peu la résilience de nos modèles quand les chaînes d'aprologistique commencent à rentrer en situation délicate, effectivement cette notion de vulnérabilité nous amène à regarder les choses différemment et je trouve que c'est un moyen assez intéressant en fait, de prolonger la notion de responsabilité environnementale et autres dans une perspective un petit peu différente et prendre en compte ces différents paramètres. Merci. Du coup, on vient de voir qu'il y a de nombreux avantages, mais concrètement, comment je fais? Par quoi je démarre? Est-ce qu'il y a des actions rapides et faciles à mettre en œuvre? En gros, des quick wins. Jean-Paul? En matière de numérique, de responsabilité, je pense que la première chose, c'est de bien comprendre que ça ne peut pas être... c'est toute l'entreprise. Et donc, il faut mobiliser et sensibiliser l'ensemble des personnes qui agissent dans l'entreprise. Donc, nous, on a commencé véritablement par ça. Donc, une sensibilisation. Alors, sensibilisation, bien sûr, au numérique responsable, sensibilisation à tout un tas d'autres sujets, à la cybersécurité, parce que pour nous, la cybersécurité, c'est vraiment un des objectifs de notre schéma directeur numérique responsable, parce qu'on sait bien que les problèmes ne sont pas que techniques, hein, il y a beaucoup de sujets qui sont liés au comportement de l'utilisateur. Donc la sensibilisation, ça c'est quelque chose qui pour nous a été le plus facile à mettre en place.
Et puis après, on a fait des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire de plus efficace à court terme. Donc allongement de la vie des matériels. Là aussi, il faut sensibiliser, hein, il faut rassurer les gens sur le fait que si on ne leur change pas leur ordinateur tous les 3 ans, il n'y aura pas de problème. On va les entretenir, on va leur montrer comment. Et peut-être d'ailleurs, on va décommissionner un certain nombre de logiciels qui ne servent à rien, qui sont installés et qui augmentent la surface de vulnérabilité et puis surtout font ramer tout ça. Donc il y a des choses qui sont faciles à faire dans la structuration de ce plan d'action. Et puis aussi mettre en place des KPI, on en parlait. Donc les KPI, bien sûr il y a des euros, mais il n'y a pas que des euros. Hein. Si on décide d'un certain nombre d'actions, c'est effectivement de les mesurer. Alors c'est le nombre de personnes qu'on va sensibiliser à la cybersécurité, le nombre de gens qui auront passé tel genre de choses, le nombre d'unités matérielles qui auront été remplacées ou quelle est la durée moyenne du parc. Bien sûr, ça se base sur des inventaires. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, je voulais vous donner une donnée chiffrée que vous pouvez retrouver dans le dernier livre blanc d'une structure associative qui s'appelle Boavista, qui est une structure qui travaille sur le numérique responsable et qui cite d'ailleurs un acteur qui est aussi présent dans la région, qui est Ubisoft, le fameux éditeur de jeux. Eux, ils ont mis en place une action particulière qui a été mesurée. Ils ont mis en place un système d'économie d'énergie sur les stations de travail de l'ensemble des collaborateurs et qui sont utilisées. Il y a environ 16 000 stations, ils en ont équipé 12 000 et sur la première année, ils ont fait 775 000 € d'économie d'électricité. Donc là, c'est à la fois de l'euro. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette démarche de sobriété, on peut mettre tout un tas de KPI, mais il y a surtout aussi de l'économie, il y a de la simplification, et on va vers des choses qu'on attend tous, réduction des coûts, simplification, mise en conformité, attractivité, inclusivité, et bien entendu aussi la transition écologique, puisque ça sert à ça. Merci Jean-Paul. Alexandre ? Oui, je prends le rebond effectivement sur les KPI, sur les mesures. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important. On est de toute façon, en entreprise, on a des KPI, on s'anime par des indicateurs. Donc, il faut rajouter des nouveaux indicateurs dans nos outils de pilotage. Donc, effectivement, la question, c'est de dire comment est-ce qu'on fait rentrer ces indicateurs. Je vous ai dit, une première astuce, c'est créer l'espace pour ces indicateurs. Ils ne seront pas alimentés, mais ça va tirer l'œil. Parce qu'effectivement, ce que tu disais, c'est de dire, ouais, mais nos réflexions au quotidien, tiens, on y a pensé un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc, forcément, ça va tirer l'œil et ça va amener la réflexion. Une deuxième astuce qui est possible aussi, parce qu'on sait que remonter les indicateurs, si on a des chaînes de traitement qui sont complexes, ça peut être un tout petit peu long. Et puis en plus, on est habitué à avoir des instances de pilotage qui sont basées sur la finance. Et ben en fait, c'est de financiariser tous ces indicateurs extra-financiers. Ça, c'est une astuce, je l'ai vu chez Saint-Gobain dans une filiale. Ils ont décidé en fait que quand ils ont des scénarios d'investissement dans de l'immobilier, donc il va y avoir du béton, en fonction des typologies de béton qu'ils vont mettre dedans, ils vont augmenter artificiellement le coût de la tonne de béton. Et ça, en fait, ça leur permet du coup d'aller pénaliser des scénarios trop consommateurs en carbone, mais avec des instances de décision financières. Donc quelque part, on fait la petite astuce, on transforme nos indicateurs extra-financiers en indicateurs financiers, et comme par magie, on garde notre chaîne de décision, nos habitudes de décision, et on a réussi à faire rentrer de l'extra-financier dans la chaîne de décision financière. Donc c'est un petit twist, c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, mais c'est déjà le premier élément pour arriver à discuter avec les gens en disant, t'as vu la décision que tu as prise quand même, mais c'est une décision qui est bénéfique pour l'entreprise, tu l'as pris avec tes outils de décision financiers, mais sache que ce qui est réellement rentré dedans, c'est des indicateurs extra-financiers, donc qui vont dans le bon sens. Merci. Guy ? Ouais, alors en termes d'action très courte avec un fort retour sur investissement, il y a un truc très bête, hein. Je suppose que 95% d'entre vous travaillent avec du Windows. Commencez par arrêter tous les services que vous utilisez jamais. Ça va vous permettre de faire durer vos machines 3 à 4 ans de plus. Ça vous coûtera pas un rond sauf le temps que vous y passez. Il y a même des scripts qui le font tout seul, et en plus ça va sécuriser votre poste de travail. Donc ça c'est la première chose. Ça va très très vite. C'est un bond en avant dans la sécurité et c'est un bond en avant dans la consommation immédiate
d'énergie. Et puis, sur le long terme, ça va vous permettre de garder votre matériel plus longtemps. Si vous tenez vraiment à utiliser 100% des capacités de votre système d'exploitation préféré, pensez au reconditionné aussi. Il y a maintenant des offres qui vous permettent d'avoir du matériel récent, garanti, qui supporte les mises à jour Windows sans aucun souci, et qui vous permet d'avoir une économie financière immédiate, que nous on a intégré dans un de nos programmes qui s'appelle CyberCycle, où on vous propose de réinvestir cette économie dans la sécurisation de votre système. Comme ça permet de faire du gagnant-gagnant. Mais au-delà de ça, ça vous permet aussi de réduire votre impact sur la consommation de technologie. Ça, c'est très rapide aussi. Et puis, il y a une dernière étape que j'ose franchir. Posez-vous quand même la question, si vous voulez faire la synthèse de la sécurité, de la sobriété, de la durabilité de vos matériels et le développement de votre résilience, lâchez Microsoft. Non mais à un moment, il va falloir le dire. Passer sous Linux, contribuer financièrement à la hauteur de peut-être 10% de ce que vous coûtez vos licences Windows au monde de l'open source, et vous verrez que dans 2 ans, vous aurez des systèmes beaucoup plus sobres, beaucoup plus fiables, qui vous permettront d'utiliser vos machines pendant 15 ans. C'est ce qu'on fait nous, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, et franchement, on s'en porte pas plus mal. Merci. Et le dernier mot ? Oui, merci. En fait, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de sujets. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la plupart des opérations peuvent être assez facilement duplicables sur les activités numériques, sur les data centers, sur les bâtiments, sur les process industriels. Globalement, on a énormément de solutions qui sont excessivement duplicables. Il y a 2 gros freins, 2 grosses difficultés. La première, c'est qu'en fait, on n'a jamais accès à toutes ces informations. Là, il fallait effectivement noter toutes les bonnes idées qui étaient proposées par les différentes personnes. Donc, on est toujours, on va dire, à courir après ces informations. Donc, il y a un besoin d'une recherche d'une grosse base de données. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en fait, on se pose systématiquement la question de savoir ce que ça peut représenter en termes de ROI, justement, d'impact carbone, comme on l'évoquait un petit peu plus tôt. Et c'est là où je peux me permettre de faire un écho, justement, avec ce qu'on a proposé de lancer avec Objectif 100 millions. L'idée derrière, c'est de structurer une grosse base de données. Donc on est en plein dans l'open source, comme c'était partagé un petit peu plus tôt. On vient faire dialoguer à la fois des experts de chacune des thématiques, des experts énergie, des experts CO2, des experts eau, etc. Et dans le même temps, on vient proposer aux entreprises, donc toutes celles et ceux qui réalisent comme ça des projets, de venir comme ça contribuer à fond dans l'open source, en se disant, moi j'ai été hyper heureux de pouvoir réaliser telle et telle action, voilà ce que ça implique sur mon propre patrimoine, sur mes propres infrastructures, etc. Je viens amender, je viens accompagner comme ça la base de données, je viens y contribuer, et en retour, effectivement, je bénéficie des retours d'expérience qui ont pu être réalisés derrière. Et il y a une des idées qui est assez forte derrière, c'est que finalement, comme on peut s'appuyer comme ça sur une puissance de l'open source, du coup, on vient exploiter un peu toutes ces bonnes idées qui, a priori, ne vont pas rentrer en conflit avec la confidentialité ou que sais-je, mais vraiment d'être capable en fait, de répliquer ces éléments pour qu'on puisse les retrouver, les dupliquer sur chacune des installations. Merci. Donc je crois qu'on a bien tenu c'était un peu au pas de charge, mais je crois qu'on est un poil parfait en termes de timing. Je voulais juste ajouter une petite dimension. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, on a un strasbisme où on doit regarder le compte de résultat et très loin. Là, on a regardé assez le compte de résultat et on a essayé de débaucher aussi la stratégie à long terme, puisque le numérique responsable, à partir du moment où on a intégré tous ces éléments-là, c'est ensuite effectivement faire évoluer les modèles pour que ça soit assez naturellement et changer la façon d'utiliser la donnée avec ces dimensions-là. Donc ça fait partie des stratégies effectivement dans l'idée. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné à la fois des clés très opérationnelles. On avait dit 100% no bullshit, j'espère que c'est le cas. Et après, sur la trajectoire, évidemment, le pôle en particulier Hunter, il va servir à ça, pour se projeter et voir avec ces éléments-là comment on peut
entrer dans une innovation numérique responsable. Peut-être dernier mot à chacun d'entre vous, et puis après on passera aux questions, parce qu'on a gratté un peu de temps. On a un peu de temps, hein? Oui. Dernier mot à chacun d'entre vous. Oui, un dernier mot. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, on est complètement en période de transition. Ça, je pense que tout le monde en est conscient, mais on ne sait pas trop comment faire. Et d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneuriat, moi, j'évoque ça souvent avec les entreprises. En fait, je leur propose de commencer à réfléchir complètement différemment. On sait qu'on devra agir avec des contraintes eau, énergie, CO2, que sais-je. Et finalement, un des moyens, ça peut être d'imaginer d'aller complètement à l'opposé de la manière dont on peut fonctionner. On s'applique à nous-mêmes. Nous, on est conseil. Donc, généralement, on jalouse toute la capacité, toutes les informations, etc. Et au contraire, on abonde complètement avec l'open source, donc en donnant, en partageant nos méthodes, en étant persuadé que la valeur, on la créera plus dans le partage que dans le fait de pouvoir jalouser les choses. Donc voilà, je vous invite à casser un peu les codes pour aller vers des modes de fonctionnement qui soient différents. En dernier mot, juste dire que finalement, les PME, les TPE, les PMI ont plus de chances à réussir parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Sensibiliser 60 personnes et les impliquer pour les mettre en route, c'est plus facile que de le faire sur 50 000 personnes. Donc ça, c'est un témoignage qui veut dire que oui, ça marche. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il y a des choses qui sont véritablement concrètes. On ne s'est pas rendu compte qu'on allait... qu'on stockait de plus en plus d'informations qui servaient à rien, qu'on utilisait de plus en plus de logiciels qui servaient à rien, qu'on avait tout un tas de trucs qui étaient redondants en interne. Donc n'hésitez pas, allez-y, il faut affûter ce regard. Mais en tant que chef d'entreprise, je peux vous dire qu'en 3 ans, nous, on a fait un bond phénoménal, à la fois en termes d'économie et à la fois de capacité à attirer aussi bien des collaborateurs que des nouveaux clients. Et ça, c'est vraiment très intéressant de savoir qu'on peut le faire. Alors moi, je reformulerai peut-être juste le thème de la question qu'on a, numérique responsable, quel ROI, en disant que finalement, à la sortie, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la bonne question à se poser. Finalement, si on commence à être dans la logique de dire quel ROI, ce n'est pas la bonne chose. On fait du numérique parce que l'entreprise est numérique et elle doit être responsable parce que c'est notre devoir, c'est notre envie. Et donc après, il faut juste mettre les choses en œuvre, mais on a donné pas mal de tips pour ça normalement. Alors, moi, j'ai une position un peu différente de mon petit camarade de droite. On n'a juste pas le choix. Ça doit plus être l'expression d'une volonté. Il y a un très très bon papier qui est sorti en 2018, qui a été publié par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dont le but était de préparer le pays au développement de sa résilience face à ce qu'il appelait les chocs futurs. Et dans les chocs futurs, il en avait identifié un qui était la tension des relations économiques internationales. Bon, pour preuve, on est en plein dedans. Et notamment la mesure de son impact sur l'économie française. Dans le numérique, on a vécu, pour ceux à qui ça parle, l'explosion des tarifs de VMware, qui avait développé tout gentiment sa position monopolistique et qui s'est permis de doubler ses tarifs du jour au lendemain. Réfléchissez dans votre vie d'entreprise de tous les jours sur ces dépendances. De quoi vous dépendez? Qu'est-ce qui va foutre votre modèle économique par terre s'il y a un doublement des tarifs demain, s'il y a une rupture d'approvisionnement, voilà. Et mettez ça en perspective de comment vous pouvez vous y préparer. Et là, je pense que c'est le début d'une démarche obligatoire en tant que chef d'entreprise, parce que le but du jeu, c'est quand même de pérenniser votre boîte. Et si vous ne le faites pas, vous subirez, comme tous les autres. Par contre, si vous le faites, le jour où ça arrivera, vous ne le subirez pas. Et c'est à ce moment-là que le ROI... Là, vous ne vous poserez plus la question. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci. Je crois qu'on a dépassé. Hein, oui, légèrement. Donc, on va s'arrêter. Donc, nous, on est mobilisables. Moi, je vais rester sur le salon. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations, et je pourrais faire relais auprès des personnes qu'on a fait intervenir, que je remercie. Et puis, Émilie aussi. On va céder la place, je crois. Le message qu'on m'a donné, il fallait qu'on s'arrête là.